Je n'aurais jamais pensé partager cette histoire sur YouTube. Je m'appelle Melinda Ross, j'ai 30 ans, je suis ingénieur en mécanique et je vis et travaille à Rochester, dans le Minnesota. J'ai toujours cru que la famille était le refuge le plus sûr, un lieu fondé sur une confiance absolue, jusqu'à ce qu'un samedi matin fatidique vienne anéantir tous mes espoirs. Mon téléphone a vibré. Une notification bancaire m'indiquait un débit de 115 000 $ sur ma carte de crédit. 115 000 $ pour une Tesla, mais pas la mienne. Mes parents avaient, sans me prévenir, utilisé ma carte pour offrir à mon frère de 24 ans la voiture de ses rêves, une Model S rutilante, toutes options. Quelques semaines auparavant, il m'avait demandé de l'argent, ce que j'avais refusé. Je pensais que l'affaire était close, mais non. Ils ont agi dans mon dos et ont fait quelque chose pour lequel je ne leur avais jamais donné la permission. Ce qui m'a le plus blessé, ce n'est pas seulement l'argent volé, mais leur réaction quand je les ai appelés. Aucune excuse, aucun remords, juste de l'indifférence. Comme si l'argent que j'avais gagné à la sueur de mon front leur appartenait. Pendant des années, je les avais aidés à payer l'hypothèque, à régler les factures du ménage, tandis que mon petit frère vivait confortablement, entre gadgets coûteux et voyages de luxe. Mais là, il ne s'agissait plus d'argent. C'était une trahison. Un profond manque de respect. Le cœur battant la chamade, je fixai ce billet et compris que c'en était trop. Je ne pouvais pas laisser passer ça comme si de rien n'était. Il fallait que ça change, et ça devait commencer par moi. La décision que j'ai prise ensuite a bouleversé notre famille, et je ne regrette rien. Prenez un instant avant de lire la suite. Dites-moi où vous êtes et à quelle heure vous regardez cette histoire. Je veux vraiment savoir où nous en sommes. Tout a commencé quand je vivais chez mes parents. J'ai grandi à Rochester, dans le Minnesota, et j'ai vite compris que le travail acharné était la clé de mon indépendance. À la fin de mon adolescence, j'enchaînais les petits boulots pour financer mes études, tandis que mes parents, surtout mon père, semblaient croire que mes efforts étaient dans l'intérêt de la famille. Aider ne me dérangeait pas. Ma famille est très unie. Alors, quand j'ai décroché un bon boulot dans l'informatique à la vingtaine, j'ai commencé à rembourser une partie de leur crédit immobilier pour notre modeste maison de banlieue. Ce n'était pas donné, mais je considérais ça comme mon devoir, une façon d'assurer notre stabilité. Pendant ce temps, Shaun, mon petit frère, a eu un traitement de faveur. Fraîchement diplômé, il n'a jamais eu à lever le petit doigt. Mes parents lui ont offert une belle berline pour ses 18 ans, puis un téléphone dernier cri juste parce qu'il l'avait demandé. Un travail, c'était facultatif pour lui. Il disait que Shaun cherchait encore sa voie, alors que moi, on attendait de moi que tout soit sous contrôle. Je n'oublierai jamais cette humiliation de mon adolescence. J'avais passé des mois à économiser le moindre sou, de mon café à un bon appareil photo, rêvant de me lancer dans la photographie amateur. J'étais si près des 300 $ dans un bocal sous mon lit. Et puis, un jour, plus rien. Ma mère a avoué qu'ils avaient utilisé l'argent pour acheter une console de jeux vidéo à Shaun, parce qu'il avait besoin de se remonter le moral. J'étais anéanti, mais ils ont minimisé la chose et m'ont dit de passer à autre chose. Je ne l'ai pas fait. Ce moment est resté gravé en moi comme une blessure silencieuse qui ne s'est jamais complètement refermée. Shaun recevait tous les jouets, même les plus précieux. On me faisait la leçon sur la responsabilité. Ce n'était pas seulement une question de grandes choses. Au fil des ans, le favoritisme de mes parents s'est manifesté jusque dans les moindres détails. Ils payaient les réparations de la voiture de Shaun, son abonnement à la salle de sport, et même ses week-ends entre amis, tandis qu'on me disait de mieux gérer mon budget si je voulais quoi que ce soit. J'avais bâti ma vie sur l'autonomie, en faisant des heures supplémentaires pour pouvoir m'offrir mon propre appartement, ma propre voiture, tout ce que j'avais à moi. Pourtant, ils comptaient sur moi pour faire tourner la maison, sans jamais me demander mon avis. Je pensais que c'était comme ça que fonctionnait la famille jusqu'à il y a quelques semaines. Un soir, mon père m'a appelé, d'une voix décontractée, mais avec ce ton familier. Il m'a demandé de lui prêter 20 000 $. Quel cadeau pour Shaun. Je n'en revenais pas. Après avoir payé leurs factures pendant des années, il voulait encore plus pour lui. J'ai eu un mauvais pressentiment quand j'ai dit non fermement pour la première fois. Papa n'a pas discuté, il a juste raccroché en laissant un petit mot. Je pensais que c'était fini, mais je me trompais. Ce non ne les a pas arrêtés. Au contraire, il les a rendus encore plus sournois. Avec le recul, je comprends maintenant le schéma. Ils avaient toujours considéré mon aide comme acquise, supposant que mon argent leur appartenait. Mais cette fois, ils avaient franchi une limite dont j'ignorais même l'existence. L'injustice m'a profondément marqué. J'avais passé ma vie à être responsable, celle qui ne demandait jamais rien, tandis que Shaun profitait de leur générosité. Pourquoi mon dur labeur était-il leur filet de sécurité, alors que son confort était leur priorité? Ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était une question de respect,
ou plutôt de son absence totale. Cette prise de conscience a réveillé quelque chose en moi. Pendant des années, j'avais fait confiance à maman et papa, persuadé que mes efforts comptaient et qu'ils me considéraient comme plus qu'un simple salaire. Mais cet appel, cette demande de 20 000 $, a révélé une vérité que j'avais ignorée. Ils ne me respectaient pas. J'ai commencé à me poser des questions à chaque fois qu'ils me demandaient de l'aide, à chaque fois qu'ils minimisaient mes sacrifices. Quelque chose clochait, et j'en avais assez de l'ignorer. Un samedi matin, mon téléphone a vibré, une alerte bancaire. J'étais à mi-chemin de mon café, m'attendant à un week-end tranquille à Rochester, quand un chiffre est apparu sur l'écran, un débit de 115 000 $ sur ma carte de crédit qui m'a glacé le sang. Mes mains se sont figées tandis que je lisais les détails d'une Tesla Model S que j'avais achetée la veille. Je n'avais pas mis les pieds dans une concession. Je n'avais même pas regardé de voiture en ligne. Mon esprit s'est emballé, faisant le lien entre les choses. Mes parents avaient fait ça. Sans un mot, sans ma permission, ils avaient utilisé ma carte pour offrir à Shaun la voiture de ses rêves, une Tesla rutilante, toutes options comprises. Ce même Shaun à qui l'on offrait des voitures, des téléphones et des voyages pendant que je faisais des heures supplémentaires pour faire vivre notre famille. Mon cœur battait la chamade, un mélange écœurant de choc et de colère m'envahissait. Comment pouvait-il penser que c'était normal? Quelques semaines seulement après avoir refusé d'aider Shaun, ils agissaient dans mon dos. Ce n'était pas un simple achat, c'était une trahison. J'ai appelé mon père, les doigts tremblants, au point de presque laisser tomber le téléphone. Quand il a répondu, sa voix était incroyablement calme, comme s'il attendait mon appel. « Détends-toi, Melinda », a-t-il dit, comme si je l'avais surpris en train d'emprunter un stylo. On s'entraide en famille. Shaun avait besoin d'une voiture pour démarrer sa carrière. Il lui fallait une Tesla à 115 000 $. Ma voix tremblait quand j'ai répondu. « Vous ne m'avez rien demandé. C'est mon argent. » Il a éclaté d'un rire suffisant qui m'a fait bouillir le sang. « Tu te débrouilles très bien », a-t-il dit. « Shaun Lomerite. Tu veux qu'il se retrouve sans voiture ?» Je n'en revenais pas. Il ne regrettait même pas de l'avoir justifié. J'ai insisté, exigeant de savoir pourquoi il ne m'avait même pas consulté avant. « On pensait que ça ne te dérangerait pas », dit-il d'un ton méprisant. Je me bouchais les oreilles, la colère bourdonnant dans ma gorge. Il n'avait pas seulement pris mon argent. Il avait trahi ma confiance. Encore sous le choc, je me connectais à mon compte bancaire pour comprendre comment ils avaient procédé. C'est là que je l'ai vu. Ils avaient utilisé un ancien numéro de carte de crédit d'un compte joint que nous avions ouvert des années auparavant, quand j'étais jeune, pensant qu'il était sans risque de partager des comptes avec la famille. J'avais clôturé ma part après mon départ, mais ils avaient dû conserver les informations, peut-être même prévu de les utiliser si je refusais à nouveau. La vérité me frappa de plein fouet. Ils savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Ils avaient attendu que je ne m'en aperçoive pas, puis avaient dépensé une fortune pour Shaun sans le moindre scrupule. Ma colère redoubla, mais un doute s'insinua en moi. J'avais participé au remboursement de leur prêt immobilier pendant des années, pensant que cela renforçait les liens familiaux. Avais-je mal agi en continuant ainsi? Devais-je continuer à donner mon argent à des gens qui me traitaient ainsi? Cette question me hantait tandis que je restais assise là, les yeux rivés sur l'écran de mon ordinateur portable. Je repassais en boucle chaque instant où j'avais viré de l'argent sur leur compte. Chaque fois que j'avais annulé mes propres projets pour couvrir leurs dépenses, j'avais toujours pensé que la famille impliquait des sacrifices, que les aider était mon devoir de parent responsable. Mais maintenant, les paroles de mon père résonnaient dans ma tête. Shaun Lomerite. Et moi? Ne méritais-je pas le respect? Ne méritais-je pas qu'on me demande mon avis avant qu'il ne dépense toutes mes économies? Plus j'y pensais, plus c'était clair. Il ne s'agissait pas simplement d'une voiture ou d'une carte de crédit. Il m'avait pris mon argent, ma confiance et ma place dans cette famille. Le mépris de mon père, son refus même de reconnaître mes sentiments, m'avait blessé bien plus profondément que n'importe quelle somme d'argent. Je n'étais pas seulement leur fille, j'étais leur distributeur automatique de billets. Cette vérité était une véritable piqûre de rappel, et elle a changé ma vision des choses. Quelques jours plus tard, j'ai décidé d'aller plus loin. J'ai d'abord appelé ma banque, espérant faire annuler les 15 000 $ de frais prélevés sur la Tesla de Shaun. La voix de la conseillère était polie mais ferme. « Excusez-moi, Madame Ross, dit-elle. La carte a été utilisée par des personnes autorisées, vos parents. Nous ne pouvons pas annuler la transaction sans leur consentement. » J'ai eu un haut le cœur. Il y a des années, quand j'habitais encore chez mes parents, j'avais ajouté maman et papa à un compte joint pour les urgences. Je pensais l'avoir fermé en partant, mais apparemment, ils y avaient toujours accès. La banque ne pouvait que proposer de les retirer maintenant, ce qui me donnait l'impression de fermer la porte à clé après un cambriolage. Je les remerciai et j'ai laissé tomber ma frustration grandissante.
Ils avaient abusé d'une confiance que j'avais oubliée depuis longtemps. J'avais besoin de me changer les idées, alors j'ai envoyé un texto à Lindsay, ma meilleure amie depuis la fac. On s'est retrouvés dans un café tranquille du centre-ville de Rochester, le genre d'endroit où on a toujours partagé nos joies et nos peines. J'ai déversé tout ce que ce père arrogant, Sean, avec sa Tesla, mérite. C'est une impasse pour cette banque. Lindsay écoutait, les yeux écarquillés d'incrédulité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Demanda-t-elle en se penchant en avant. Melinda, ce n'est pas normal. Ils te traitent comme une banque, pas comme une fille. Ces mots me blessèrent profondément, confirmant la colère qui me rongeait. Elle me prit la main. Tu dois te protéger. Arrête de te laisser faire. Son empathie m'observait attentivement, mais ce fut son mot suivant qui déclencha une étincelle. Tu n'es pas impuissante, dit-elle. Tu peux reprendre le contrôle, à commencer par ton argent. Les encouragements de Lindsay n'étaient pas qu'un simple réconfort. C'était un appel à l'action. De retour chez moi, je sortis mes relevés bancaires, déterminé à découvrir toute l'étendue des agissements de mes parents. Ce que je découvris me laissa bouche bée. Outre la Tesla, il y avait d'autres transactions que je n'avais pas remarquées. De petits retraits réguliers sur mon compte épargne au fil des ans. Un virement de 2000 $ par-ci, $1, 500 $ par-là, tous liés à leur nom. J'ai vérifié les dates et réalisé qu'ils avaient utilisé mon argent pour rembourser leurs dettes personnelles, payer leurs factures de carte de crédit et verser un acompte pour leur voiture. Ils ne m'avaient jamais rien dit, ne m'avaient jamais rien demandé. Tchac! Découverte était comme une nouvelle blessure. J'avais fait des heures supplémentaires, sacrifié mes vacances pour qu'ils puissent payer leur maison, et ils avaient vidé mes économies sans un mot. La trahison ne se limitait plus à la Tesla. C'était un schéma qui s'était installé depuis des années. Ce soir-là, je me suis assise avec un carnet et j'ai commencé à élaborer un plan. Si mes parents pensaient pouvoir continuer à m'exploiter, ils se trompaient. Pendant des années, j'avais payé la moitié de leurs prêts immobiliers, leurs factures d'électricité et même participé aux impôts fonciers de leur maison à Rochester. Rien de plus. J'ai listé tous mes paiements, 1200 $ par mois pour le prêt immobilier, 150 $ pour l'électricité, 300 $ pour les impôts. J'ai appelé la banque et le fournisseur d'électricité pour faire cesser ces prélèvements automatiques. Ils allaient devoir se débrouiller. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Peut-être qu'il manquerait des paiements. Peut-être qu'ils perdraient quelque chose. Mais je ne pouvais plus être leur filet de sécurité. Les mots de Lindsay résonnaient en moi. Protège-toi. C'était mon premier pas. En rédigeant ce plan, un poids s'est allégé, remplacé par une détermination sans faille. J'avais passé des années à croire que la famille passait avant tout, que mes sacrifices étaient ce qui nous unissait. Mais mes parents m'avaient montré leur vision de la famille, où mon dur labeur leur appartenait. Où les désirs de Sean primaient sur mes besoins. Trop, c'était trop. Je n'étais plus seulement en colère. J'en avais assez. Assez de leur sentiment de supériorité. Assez de leur indifférence. Pour la première fois, j'ai vu la vérité. Je ne leur devais pas ma sécurité financière. J'avais besoin de limites, pas seulement pour mes finances, mais aussi pour ma tranquillité d'esprit. Cette prise de conscience n'était pas qu'un simple plan. C'était une promesse que je me faisais. Une semaine plus tard, j'ai invité ma famille chez eux pour en discuter. J'avais passé des jours à lutter contre ma colère, mais je devais affronter mes parents et Sean en personne. J'ai pris la route pour leur maison à Rochester, le cœur lourd mais déterminé. Assise autour de la table de la salle à manger, j'ai pris une grande inspiration et j'ai tout déballé. Vous avez utilisé ma carte de crédit sans me demander, ai-je dit d'une voix assurée malgré l'angoisse qui me serrait la poitrine. 115 000 $ pour la voiture de Sean. Ce n'est pas acceptable. Je leur ai expliqué ce que je ressentais, comme si mon argent n'avait aucune valeur, comme si toutes ces années à les aider n'avaient servi à rien. Je voulais qu'ils comprennent la gravité de leurs actes, qu'ils voient à quel point ils m'avaient blessé. Le visage de maman s'est durci et elle m'a interrompu. « Melinda, tu es égoïste », m'a-t-elle réprimandé. « Nous sommes une famille. Nous faisons ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, pas seulement pour toi. » Papa hoche la tête, les bras croisés. « Tu as bien géré la situation, a-t-il dit. Tu peux y arriver. Sean ne fait que commencer. Il a besoin de soutien. » Leurs mots m'ont blessé, enfonçant le couteau de la trahison encore plus profondément. Puis Sean est intervenu, se penchant en arrière avec un sourire suffisant. « Allez, ma sœur. La Tesla est incroyable. Tu devrais l'avoir passée de 0 à 100 km/h en 3 secondes. » Il a ri sans s'en rendre compte, comme si mes économies étaient une plaisanterie. Je les ai regardés, abasourdis par leur refus de me prendre au sérieux. Ils ne regrettaient pas d'y avoir consacré plus d'efforts. Ce soir-là, j'ai pris une décision. D'une main ferme, j'ai appelé ma banque et le fournisseur d'électricité,
annulant tous les paiements que j'avais effectués. Le prélèvement automatique de $1 200 pour le prêt immobilier a été suspendu. La facture d'électricité de $150 a été réglée. Les $300 de taxes foncières que j'avais payées ont été annulés. Je ne leur ai rien dit. Ils ne méritaient pas de le savoir. Pas après m'avoir ainsi ignoré. J'avais passé des années à renflouer leur maison, mais ils avaient dépassé les bornes et c'en était fini de leur servir de distributeur automatique. Ma décision a été prise discrètement, délibérément et définitivement. Je n'ai pas seulement coupé les paiements, j'ai brisé leur emprise. Le lendemain, j'ai rappelé mes parents, d'un ton calme. Je reconsidère mon aide financière, leur ai-je dit. Je dois me concentrer sur mon avenir. Ils ont balayé ma demande d'un revers de main, persuadés que j'allais céder comme toujours. Tu t'en remettras, a dit maman d'un ton suffisant. Je n'ai pas discuté. Je ne leur ai pas dit que j'avais déjà tout arrêté. Je les ai laissés croire que tout allait bien pour le moment. Je voulais qu'ils en subissent les conséquences, pas seulement qu'ils en entendent parler. C'était la seule façon pour eux d'apprendre. Mais au moment de raccrocher, une vague de tristesse m'a submergé. J'avais espéré des excuses, une lueur de compréhension, mais ils ne voyaient pas leur erreur. Ils me considéraient comme le problème, pas leurs actes. Cette tristesse, pesante et lancinante, persistait. Assise seule dans mon appartement, je me demandais si je leur avais jamais été plus qu'une ressource. Je leur avais accordé une confiance aveugle, croyant que cela renforcerait notre famille. Mais leurs paroles à table, leur mépris, m'ont révélé une vérité que je ne pouvais ignorer. Ils ne valorisaient pas mes sacrifices. Ils ne les voyaient même pas. Une partie de moi pleurait ma famille. Je croyais que notre amour était fait de respect mutuel. Mais une autre partie de moi, la plus forte, savait que j'avais fait le bon choix. Je ne pouvais pas changer leurs sentiments, mais je pouvais changer mon rôle dans leur histoire, et je le ferais. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un SMS paniqué de ma mère. Il n'y a plus d'électricité. La banque menace de saisir la maison. Ces mots transpiraient la panique. Je n'étais pas surprise. Après avoir cessé de payer leur électricité et leur crédit immobilier, les conséquences étaient inévitables. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai consulté mes emails et j'ai trouvé un message de leur banque que ma mère m'avait transféré dans une tentative désespérée de me culpabiliser pour que je paie. Le message était sans appel. Ils avaient manqué 2 mensualités de crédit immobilier et étaient en procédure de saisie. J'avais le cœur serré, mais j'ai ravalé ma peine. Ils l'avaient bien cherché en utilisant mon argent sans me demander mon avis. Je les avais prévenus de reconsidérer mon aide, mais ils m'avaient ignoré. La réalité me rattrapait. Et puis, les choses ont dégénéré. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai trouvé une notification d'un réseau social, une publication de chat public, visible par tous. Ma sœur est tellement égoïste, écrivait-il. Elle laisse notre famille se désintégrer juste pour prouver quelque chose. Je parie qu'elle profite de sa vie de luxe pendant que nous, on galère. Il a même partagé une photo de sa Tesla avec la légende « Voilà pourquoi elle est en colère ». J'étais furieuse. Il avait déformé les faits et me faisait passer pour la méchante parce que je refusais de financer leur projet. Je ne pouvais pas rester silencieuse. J'ai publié un message sur ma page, calme mais clair. Mes parents ont utilisé ma carte de crédit pour une voiture à $115 000 sans ma permission. Je les ai soutenus pendant des années, mais j'en ai assez d'être exploitée. En quelques heures, les commentaires ont afflué. L'INSEE a écrit « Tu te défends, Melinda. Je suis fière de toi ». De vieux amis ont réagi, choqués mais solidaires, en disant des choses comme « C'est incroyable. Tu ne leur dois rien ». Cet encouragement m'a été d'un grand secours. Plus tard dans la semaine, ma tante Joyce m'a appelé. « J'ai vu ta publication », a-t-elle dit d'une voix douce mais ferme. « Ça ne m'étonne pas. Tes parents ont fait quelque chose de similaire à ce que j'ai fait il y a des années. » Elle m'a expliqué comment maman et papa avaient emprunté des milliers de dollars sur ses économies, prétextant une urgence familiale, pour finalement les dépenser en cadeaux superflus pour Shaun. Ils ne l'avaient jamais remboursé, et elle avait coupé les ponts pour se protéger. Ces mots m'ont profondément marqué, confirmant ma colère, mais aussi intensifiant ma douleur. Je n'étais pas la seule. Ils avaient abusé de la confiance de tous ceux qui leur faisaient confiance. L'histoire de Joyce m'a éclairé. Ce n'était pas ma faute, et je n'étais pas seule. Elle a conclu la conversation par « Tu fais ce qu'il faut. Sois forte ». Son soutien m'a été d'un soutien inestimable. Mais tout le monde ne l'a pas perçu comme moi. La conversation de groupe familial a été inondée de messages de cousins, d'oncles et de tantes. Certains m'ont soutenu, disant « Melinda a raison. Personne ne devrait toucher à son argent comme ça ». D'autres ont pris le parti de maman et papa, m'accusant d'avoir abandonné la famille. Comment avais-je pu laisser leur maison se faire voler? Un cousin m'a écrit «
Tu es en train de nous détruire. Leurs mots m'ont blessé, mais je suis resté ferme. J'avais passé des années à me sacrifier pour maman, papa et Shaun, pour finalement être rejeté et exploité. Ce n'était pas moi qui détruisais la famille, c'était eux qui se croyaient tout permis. La rupture entre les membres de la famille était douloureuse, mais elle m'a montré qui valorisait la justice et qui s'accrochait à une loyauté aveugle. J'ai refusé de céder. 3 mois plus tard, ma famille a subi des conséquences bien plus graves. Mon téléphone vibrait sans cesse d'appels et de SMS de maman et papa, leurs messages vocaux s'accumulaient, suppliant de me parler. « Melinda, on a besoin de toi. » La voix de maman se brisait presque. Papa m'envoyait des emails, chacun plus désespéré que le précédent, me demandant pourquoi je les avais abandonnés. Un jour, en rentrant chez moi à Rochester, j'ai trouvé un mot glissé sous la porte de mon appartement. C'était écrit de la main de papa. Ils étaient passés, mais je n'étais pas là. Je n'ai pas répondu. J'avais bloqué leurs appels et marqué leur courriel comme indésirable. Quand ils sont revenus, mon voisin m'a dit que je n'étais pas joignable. Je leur avais clairement fait comprendre que leur tentative de me faire revenir dans leur vie ne fonctionnerait pas. Ils avaient dépassé les bornes en utilisant mon argent, et je n'allais plus leur ouvrir la porte. La nouvelle s'est répandue, leur maison n'était plus là. Un cousin m'a envoyé un SMS, hésitant mais direct. La banque avait saisi la maison de mes parents à Rochester après des mois d'impayés. Ils avaient emballé le peu qu'ils pouvaient sauver et emménagé dans un petit appartement d'un quartier moins cher, loin de leur banlieue résidentielle à laquelle ils étaient si attachés. J'ai ressenti un pincement de culpabilité en les imaginant trier des décennies d'affaires. Mais ce sentiment a vite disparu. Pendant des années, j'avais payé leur crédit immobilier, pensant que cela assurait la stabilité de notre famille. Ils avaient pris cela pour acquis, dépensant mon argent pour les luxes de Shaun au lieu de payer leurs propres factures. Désormais, c'était à eux d'en assumer les conséquences, pas à moi. La vie de Shaun s'effondrait elle aussi. J'ai appris par un ami commun qu'il avait vendu la Tesla, la même voiture dont il s'était vanté sur Internet, celle que j'avais achetée pour mes 115 000 $. L'argent a servi à rembourser une partie des dettes croissantes de la famille, mais ce n'était pas suffisant pour sauver la maison. Pour la première fois, Shaun a dû travailler à temps partiel dans un café du quartier. J'aurais pu avoir pitié de lui, mais je ne l'ai pas fait. Il m'avait traité d'égoïste, avait déformé l'histoire pour me faire passer pour la méchante, tout en conduisant une voiture qu'il n'avait pas méritée. Sa nouvelle réalité, servir des lattes et vivre de la charité, était une leçon dont il avait besoin depuis longtemps. Je me demandais s'il le verrait un jour ainsi, mais j'en doutais. Je suis resté inflexible, ignorant toutes les tentatives de ma mère, de mon père et de Shaun pour me contacter. Leurs messages sont devenus de plus en plus agressifs, puis plus calmes, jusqu'à cesser complètement. J'avais bloqué leur numéro, mais je savais qu'ils avaient abandonné quand ma boîte de réception est restée vide pendant des semaines. Ce n'était pas facile. Chaque message sans réponse faisait naître un doute. Étais-je allé trop loin? Mais je me suis souvenu de leur mépris, de leur refus de comprendre mon point de vue. Je leur avais donné des années d'économie, ma confiance, mon énergie, et ils s'en étaient arrogé le droit. Garder mes distances était mon bouclier, ma façon de protéger le peu qui me restait, ma tranquillité, mon avenir, mon amour-propre. Dans ce silence, j'ai découvert quelque chose de nouveau, la liberté. Pour la première fois. Depuis des années, je ne portais plus le poids de leurs factures ni de leurs attentes. J'ai consulté mon compte bancaire et j'ai constaté que l'argent était là où il devait être, à moi. J'ai recommencé à économiser, non plus pour leur crédit immobilier ou les caprices de Shaun, mais pour moi. Peut-être un voyage, peut-être un nouvel appareil photo comme celui dont je rêvais adolescente. Le soulagement était immense, comme passer de la tempête à la lumière du jour. Je n'étais plus leur distributeur automatique de billets. Je n'étais plus leur plan B. J'étais simplement Melinda, construisant ma vie selon mes propres conditions, libérée du joug de leurs sentiments de droit acquis. Cette liberté n'était pas qu'un simple sentiment. C'était ma victoire. 6 mois plus tard, je commençais une nouvelle vie. Mon entreprise m'a convoqué à une réunion un lundi et, à ma grande surprise, on m'a proposé une promotion au poste de chef de projet senior. Ce poste s'accompagnait d'une augmentation de salaire et de l'opportunité de piloter une nouvelle initiative, un projet de start-up technologique au sein de l'entreprise. J'avais présenté des idées pendant des mois et maintenant, on me donnait carte blanche pour construire quelque chose de A à Z. Je suis sorti de la réunion avec une étincelle que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pendant si longtemps, j'avais consacré toute mon énergie aux besoins de ma famille. Mais maintenant, chaque once de mon énergie m'appartenait. Ce projet n'était pas qu'un simple travail. C'était l'occasion de prouver ce dont j'étais capable sans porter le poids des responsabilités de quelqu'un d'autre. Déterminée à assurer mon avenir, je me suis inscrite à une formation en gestion financière dans une université locale de Rochester.
Les cours étaient intensifs et portaient sur la gestion budgétaire, les investissements et la protection contre les dettes. J'ai appris à repérer les anomalies sur les comptes joints et à configurer des alertes pour détecter les transactions non autorisées. Une leçon m'a particulièrement marqué. L'argent, c'est le pouvoir, et le protéger, c'est protéger sa liberté. Je passais mes soirées à éplucher des tableurs et à élaborer mon plan d'épargne. Chaque dollar économisé était comme une brique dans le mur que je construisais autour de ma vie, un mur que personne ne pourrait abattre. Ce cours ne m'a pas seulement appris des chiffres. Il m'a donné la confiance nécessaire pour ne plus jamais me laisser exploiter financièrement. Forte de ma promotion et de ces nouvelles connaissances, j'ai décidé qu'il était temps de changer d'air. J'ai emménagé dans un appartement moderne et élégant du centre-ville de Rochester, plus près de mon travail et vibrant d'énergie. Petit, certes, mais à moi, avec de grandes fenêtres et une vue imprenable sur la ville. Je l'ai meublé avec ce qui comptait vraiment pour moi, un nouveau bureau pour les longues soirées, une étagère pour les livres que j'avais toujours rêvé de lire. Pour la première fois, je me suis fixé des objectifs qui ne visaient pas à résoudre les problèmes des autres. Je voulais développer ma start-up, peut-être même créer ma propre entreprise un jour. J'ai repris la course à pied, une passion de mon adolescence que j'avais abandonnée pour subvenir aux besoins de ma famille. Chaque foulée était comme une reconquête de moi-même. Avec le recul, je réalise tout ce que j'ai appris. Protéger mes finances, ce n'était pas seulement une question de compte bancaire. C'était aussi préserver ma tranquillité d'esprit. Poser des limites à ma famille, dire non à leurs demandes, a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais cela m'a sauvé. Avant, je pensais que la famille, c'était tout donner, même à mes propres dépens. Maintenant, je sais que penser à moi n'est pas de l'égoïsme, c'est une question de survie. J'aurais aimé le comprendre plus tôt, mais j'en suis ressortie plus forte. Mes parents et Shaun ne comprendront peut-être jamais, mais ce n'est plus mon fardeau. J'ai construit une vie où je passe en premier, et c'est suffisant. À tous ceux qui ont suivi cette histoire, merci de votre attention. J'espère qu'elle vous touchera, que vous ayez vécu une expérience similaire ou que vous souhaitiez simplement réfléchir au véritable sens de la famille. Avez-vous déjà dû poser des limites à vos proches? Comment avez-vous trouvé la force de penser à vous en premier? Partagez vos réflexions ci-dessous. J'aimerais beaucoup les lire. Vos histoires sont importantes et pourraient aider d'autres personnes à trouver les leurs.